La gauche est-elle morte? Cette question à rien provocante, je vais la poser à notre invité, Michel Vinocq. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, vous venez de diriger ce livre sur les figures de proue de la gauche depuis 1789. La gauche française, évidemment, un ouvrage publié aux éditions Perrin. Alors je vous la pose quand même, cette question. Est-ce qu'elle est morte, la gauche française? Non, je ne dirais certainement pas ça. Elle est en mauvaise santé, en panne. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire qu'elle est morte. Simplement, elle est à un point qu'on avait déjà vu, mais rarement dans cet état de division extrême, non seulement de faiblesse, je dirais quantitative, puisque ses électeurs, une grande partie de ses électeurs l'ont abandonnée, mais elle est dans un état de division. Il va y avoir, pour cette prochaine élection européenne, au moins 6 listes de gauche. Il y a déjà 33 listes différentes, ce qui est du jamais vu. Oui, mais enfin, une grande partie sont des listes insignifiantes. Là, nous avons quand même 6 listes. Mais rappelez-vous l'élection présidentielle de 2002 avec Lionel Jospin, qui n'a même pas pu aller au deuxième tour, tellement il y avait de listes de gauche plus ou moins grandes. Donc, dans ce livre, je crois que nous donnons peut-être des clés d'explication à cette division extrême. C'est que la gauche, au fond, n'existe peut-être pas. C'est les gauches qui existent. Il y a toujours eu, dès 1789, des gauches, c'est-à-dire des divisions extrêmes entre les différents courants. Donc rien n'a changé. Alors c'est vrai que là, vous revenez sur les figures de la gauche, des gauches, hein, vous l'avez précisé, de Condorcet à Arlette Laguillet. Alors bien sûr, il y a François Mitterrand, Jean Jaurès, que l'on voit en couverture, des intellectuels, des femmes, Louise Michel, Simone de Beauvoir. Alors comment vous les avez choisis? Quel est leur dénominateur commun? Est-ce qu'il y a vraiment... La gauche, qu'est-ce que c'est? Alors vous dites les gauches, mais oui. c'est des valeurs, qu'est-ce qui définit la gauche? Pour faire ce livre, il y avait une règle imposé. Il ne fallait pas présenter plus de 30 portraits, plus de 30 figures. Ce qui limite les choses, parce que 1789, c'est très vieux. Il y a longtemps. Et par conséquent, on aurait pu en mettre peut-être le double. Je ne vous dirai pas ceux ou celles que je regrette de ne pas y voir figurer. Plutôt, parlons de ceux qui y figurent. Alors, oui, il fallait, si vous voulez, dans mon esprit, montrer précisément l'extrême diversité, la pluralité des gauches. Depuis l'extrême gauche, alors disons Robespierre, si vous voulez, jusqu'à la gauche la plus modérée. Exemple, Édouard Herriot. Et quand on compare Édouard Herriot avec Arlette Laguillet, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'ils font dans le même bateau? Mais alors pourtant, ils ont été, à un moment donné, les représentants, sinon de la gauche, tout au moins d'une partie de la gauche importante. Pour Arlette Laguillet, c'est évidemment les trotskistes. Les trotskistes, c'est petit, les trotskistes. Ce sont des groupes qui ne sont pas considérables, mais qui jouent un rôle dans notre vie politique depuis au moins les années 30. Édouard Herriot, lui, ça a été le chef du Parti radical dans les années 1920, enfin, etc. D'ailleurs, il n'y a pas au François Hollande, ça c'est un choix. Pourquoi? Parce que c'était déjà fini. Ah ben non, parce que il s'agit de personnes, de personnalités qui ont fait leur carrière, la plupart ne sont plus en vie, et il n'y en a qu'une qui est en vie, c'est Arlette Laguillet qui a terminé sa carrière politique publique. Donc François Hollande, lui, je crois, tous les jours, il nous montre qu'il n'a pas terminé sa carrière politique. Michel Vinocq. Mais alors, il y a ces figures de proue, est-ce qu'il y a une relève? On se pose la question. Est-ce que là, il y a des grands personnages, des grands intellectuels, des grands politiques qui ont incarné cette gauche? Ils sont où aujourd'hui? C'est une question. Alors vous parliez au début de la gauche d'aujourd'hui, de sa crise, de ça. Eh bien, l'une des raisons, peut-être, c'est que, la gauche ou les gauches manquent considérablement de figures de proue, pour reprendre le titre. Alors vous me direz, mais il y a quand même Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais lui, c'est l'extrême gauche. Et à mon avis,
il n'a pas tellement vocation à gouverner, à mon avis. Je peux me tromper, mais c'est que l'extrême gauche, en général, ne gouverne pas. Elle est là pour une autre fonction, n'est-ce pas? Une fonction de protestation, etc. Mais c'était aussi la fonction de l'extrême droite, de protester. Et maintenant, voilà, aujourd'hui, en tout cas en France, on voit, et pas seulement en France, on se pose la question. Oui, pourquoi l'extrême gauche, elle n'a pas réussi justement ce point de bascule? Ah ben tout simplement parce que gouverner une démocratie, ça ne se gouverne pas à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Ça se gouverne au centre. Alors, la gauche est élue souvent sur des programmes très avancés, et quand elle est élue et qu'elle arrive au gouvernement, elle fait je dirais, une politique qui est largement centriste. C'est-à-dire que vous n'êtes pas l'élu, quand vous êtes élu, président par exemple de la République, vous n'êtes pas le président d'une seule fraction, vous êtes le président de l'ensemble des Français. Et vous devez tenir compte, par conséquent, des désirs des uns et des autres. Vous ne pouvez pas faire une politique unique, n'est-ce pas, de son propre camp. Mais alors est-ce qu'Emmanuel Macron est de gauche, donc, si je vous suis, parce qu'il est de gauche, de droite? Non, je crois qu'il n'est ni de gauche ni de droite, enfin, c'est ce qu'il dit, mais c'est assez juste. Il fait une politique qui est considérée aujourd'hui comme une politique de droite, ou de centre-droit. Oui, mais en même temps, il a attiré beaucoup de gens de gauche vers lui, de même que des gens de droite. Donc je le vois plutôt comme quelqu'un qui tente de concilier un petit peu la gauche et la droite dans un projet qui aujourd'hui apparaît plutôt de droite, mais pas seulement de droite. Mais Michel Vinocq, tout à l'heure, vous avez dit que justement la richesse, que la gauche pouvait être plurielle et que c'est peut-être ce qui a précipité sa perte, mais c'est aussi ce qui doit faire sa richesse. Comment elle peut renaître de ses cendres, la gauche ou les gauches? Là, il y a le collectif Télémac qui défend un progressisme, un pragmatisme exigeant, hein, je cite. C'est la bonne voie? À mon avis, il faut absolument que la gauche de gouvernement, c'est-à-dire la gauche réformiste, s'impose. Alors, pour le moment, elle est vraiment très faible. Les sondages lui donnent autour de 5% à peu près pour la liste du Parti socialiste. Mais c'est cette gauche-là, néanmoins, qui a un avenir, à mon avis. Il faut qu'elle développe ses idées. Alors, elle traverse une crise d'identité et une crise de leadership. Elle n'a ni un véritable, à mon avis, programme. Elle n'a pas véritablement de point de fuite, n'est-ce pas? C'est-à-dire de grand dessein, alors qu'il faut qu'elle ait un grand dessein. De vision. Et puis, il lui faut quand même un leader. Et pour le moment, elle n'en a pas. Alors, en Europe aussi, il n'y en a pas des figures de proue, parce que c'est vrai qu'on pourrait se demander, on a vu en Espagne les socialistes remporter donc, les élections, est-ce que ça va les réveiller? Est-ce que vous voyez quelqu'un, un homme, une femme politique en Europe qui peut justement défendre ces valeurs de gauche? Non, là, vous me posez une colle. D'accord, bon, c'est bien, moi, je n'aurais jamais cru poser une colle à Michel Vinocq, donc merci d'être venu. Les figures de proue de la gauche depuis 1789, c'est aux éditions Perrin, ça vient tout juste de sortir. Merci encore d'avoir été notre grand témoin.